Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids et l'autrice du livre « Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain ». Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes experts et des invités autour des questions d'éducation du XXIe siècle. C'est parti! Et c'est parti avec la présentation de nos invités du jour. Alors cette semaine, je suis entourée d'un trio 100% féminin, 100% inspirant, avec tout d'abord Amélia Matar, la fondatrice de Coloris, qui initie les enfants au code et à la pensée informatique sans écran, et l'autrice du livre Les écrans, ça s'apprend, que je vous recommande. Salut Amélia. Salut. Et ensuite, nous avons Barbara Meyer, consultante et autrice de J'arrête d'être débordée. Elle nous aide à remettre du souffle dans notre quotidien. Merci Barbara. Salut. Salut tout le monde. Et enfin, notre invitée spéciale, Jenny Chamas, qui est fondatrice et dirigeante de Coach Happy. Elle est master coach certifiée, conférencière. Elle anime elle-même un podcast que je vous recommande. Et après une carrière brillante en entreprise où elle siégeait au codir d'un grand groupe de mode, elle a choisi de mettre son énergie au service des femmes leaders pour les aider à grandir sans s'épuiser. Bonjour Jenny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, cette semaine, on a un planning qui est assez chargé avec tout d'abord de l'actu. Prof au bout de leur vie, on en parle dans la question d'actu du jour. Ensuite, le débat de la semaine, ce sera parents choisissez tout, point d'interrogation. Peut-on encore croire à l'équilibre vie pro, vie perso en 2025? On parle avec notre invité. Et enfin, on terminera avec la question de parents de la semaine et notre quiz. Allez, c'est parti, on commence avec l'actualité. Alors, la semaine dernière, un chiffre a fait l'effet d'un électrochoc dans le monde de l'éducation, même si c'est un chiffre que on connaissait déjà, mais qui est là depuis à peu près 3 ans, mais qui a été confirmé par une enquête internationale Thalys menée par l'OCDE, la plus grande étude mondiale sur la condition enseignante. 280 000 profs interrogés dans 55 pays et la France est la dernière dans le sentiment des enseignants à être valorisés par la société. Seulement 4% des enseignants français se sentent valorisés. Imaginez si c'était dans une entreprise privée. Est-ce que si on avait 4% des salariés qui disaient je me sens valorisé dans le travail, je pense que le comité de direction aurait déjà dû démissionner. Alors, vraiment, cette enquête, elle nous dit que 50% des enseignants au collège et 60% des enseignants en primaire estiment que ils sont pas formés. 74% travaillent dans des classes où plus 10% des élèves ont des besoins éducatifs particuliers, alors qu'en fait ils ne sont pas non plus formés sur ces sujets. Et puis sur plein d'autres sujets comme par exemple le numérique, l'intelligence artificielle, on n'a que 9% des enseignants qui sont formés en France. Éric Charbonnier, qui est directeur de l'éducation à l'OCDE, le dit clairement, la France a raté un train. Alors quand même, on va rester un petit peu optimiste. Il y a 9 enseignants sur 10 qui disent se sentir heureux quand ils enseignent devant nos enfants. Donc ça rattrape un petit peu le chiffre de 4%, mais bon, on voit franchement que on en avait déjà parlé en début de saison, on parlait là des principales et des directeurs d'établissement qui, pareil, avaient le moral dans les chaussettes. Bah là, en fait, on voit que c'est tout le monde. Alors la question se pose, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Alors peut-être je peux commencer si ça vous va. C'est rigolo parce que je viens de passer le week-end avec une amie qui a été 6 ans professeure des écoles en REP et elle me racontait, elle m'a déjà raconté ses anecdotes, mais elle revenait sur plusieurs situations mais ubuesques qu'elle a vécues en tant qu'enseignante, du fait du manque de moyens, du fait
d'un système qui est, maltraitant, avec, son personnel quoi, véritablement et notamment avec, la prise en charge d'enfants, totalement, heu, enfin avec des besoins très, très spécifiques, voire, voilà des troubles, très graves, qui viennent perturber considérablement, l'ensemble du fonctionnement de l'école. Elle me racontait que parfois ils étaient obligés de mettre toutes les classes en récréation ensemble pour pouvoir gérer une ou 2 situations d'enfants individuels qui avaient un besoin, très spécifique et vraiment enfin, pourtant, que ces histoires, elle me les a déjà racontées plein de fois, mais je me redisais à quel point, c'est incroyable qu'on laisse, à ce point ce système à l'abandon, quoi et ça faisait écho, moi, avec mes propres, années, d'école quand j'étais petite, parce que moi, j'ai grandi, à Bondy et voilà, dans un à l'époque, on disait ZEP, dans une ZEP. Mais j'ai le sentiment enfin, voilà, ce qu'elle me racontait mon amie, par rapport à ce que moi j'ai vécu, j'ai un sentiment d'écart, énorme et de, comment dire? D'effondrement total de l'école, quoi, en 30 ans. Voilà. Mais non, enfin, non, non, mais c'est vraiment le cas quand on lit les témoignages des enseignants, enfin moi je vous a il y a un certain nombre de livres d'enseignants qui ont décidé de raccrocher et par exemple, il y a le livre «L'ex plus beau métier du monde» où il y a que des témoignages où en fait on se dit: «Mais c'est pas possible», surtout quand on vient d'entreprises privées, on se dit: «On ne peut pas avoir, ça» et à côté de ça, moi j'ai le sentiment que c'est à tous les niveaux puisque moi il se trouve qu'il y a 2 semaines, j'ai fait, une formation à l'INSPE, donc l'ancien ENA, auprès de cadres de l'éducation nationale et j'ai également constaté leur désarroi. Donc en fait, comme tu disais, c'est un système qui devient maltraitant partout Mmh. et hem et en fait, on se dit: «Mais comment est-ce qu'on va faire pour, qu'ils sortent de, ce marasme?» Et encore ce matin, parce que là, on enregistre le jour, où il y a le du gouvernement Lecornu 2 qui vient de sortir avec un nouveau, La V Min ministre de l'Éducation nationale et je lisais un petit peu les commentaires des personnes sous le nouveau ministre de l'Éducation et là, il y avait un prof qui disait, «Donnez la parole à la base et non aux fonctionnaires ou aux inspecteurs à vie, aux syndicats. La base connaît les problèmes. Le ministère a une devise: ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre». Et je trouve que c'est assez fort et ça montre à quel point il y a une omerta et à quel point c'est systémique, quoi. Barbara? Ouais. Bah, moi, j'ai envie de dire quand je suis partie, il y a 11 ans dans la Silicon Valley, je mes copains, et mes copines profs disaient, que la pression qu'ils subissaient des parents et je reviens toujours sur les parents, mais en fait, on a tous un rôle à jouer sur, la pression qu'on met, aux profs et je reviens et c'est encore pire, c'est-à-dire que les profs le disent et puis, la façon dont nos copains, parlent de la relation avec les profs, elle est et comment on agit aussi. Pour moi, le prof est un fournisseur, enfin, tu vois? Quelque part, il nous doit quelque chose et donc on a créé une relation avec les profs, enfin, pour moi. Ce que je vois et ce que j'analyse un peu, c'est qu'on a créé de la distance, une relation qui n'est plus du tout une relation d'autorité avec le prof, et donc on des profs qui subissent les parents en permanence et qui doivent gérer la direction, leur emploi du temps, la direction, leurs élèves et les parents. Donc je comprends, bien que, leur niveau de stress est complètement différent. Et puis je pense qu'il y a un autre sujet, c'est que, le niveau des enfants, a un peu changé et je vous raconte une anecdote. Donc du coup, quand je rentre l'année dernière, je me dis: «Bah, en fait, je peux mettre à profit. J'aimerais bien transmettre, nanana, je voudrais mettre à profit». Donc je contacte quelques écoles, de commerce pour, donner des cours, de management, de leadership, enfin voilà ce que je sais faire et là, mais tout mon réseau, pro me dit: «Mais attends, nous aussi on a fait ça. Au bout d'un an, on n'en peut plus. Le niveau est absolument, pitoyable en école de commerce les 2 premières années. Il y a plus de respect pour, les intervenants et cetera. Tu vas t'ennuyer, et puis tu es pas respecté». Il y a un constat qui est effectivement les profs ne sont plus considérés comme, de l'autorité, et le niveau
Probablement, moi j'ai aucune, j'ai juste l'information, j'ai pas les moyens de juger ça, mais a priori le niveau des enfants a baissé et donc c'est très challenging pour les, profs qui récupèrent chaque année un peu de retard, si je comprends bien, des élèves. Donc tout ça, fait que leur tâche est compliquée. Ouais, moi je sais pas si c'est le niveau des élèves qui a changé ou si c'est le fait que la profession de prof doit se réinventer. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup travaillé sur les décrocheurs scolaires puisque Sofkids est lauréat d'un appel d'offres sur ce sujet et donc j'ai beaucoup regardé et écouté les témoignages des décrocheurs. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que la typologie du décrocheur, c'est pas celle qu'on avait à notre époque de l'élève qui avait certainement des 10 je sais pas 10 orthographies, 10 calculs etc. qui n'étaient pas identifiés et donc on lui disait bah tu vas aller faire technologie et puis comme ça tu vas continuer tes études mais tu iras pas en filière générale où en fait on faisait cette ségrégation qu'on continue encore à faire. Ce qu'on voit, c'est que la typologie aujourd'hui du décrocheur scolaire, c'est un élève qui s'ennuie, qui ne comprend pas pourquoi il vient tous les jours en classe, pourquoi est-ce qu'il doit s'asseoir dans un cours pour écouter un prof toute la journée dire des choses et écrire sur des feuilles. Et en fait, on voit sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de profs qui sont devenus un peu des profs influenceurs. Et quand tu regardes leurs cours, eh ben, ils ont des cours extrêmement ludiques où en fait, ils ont une manière d'enseigner qui est différente et où on voit que les élèves sont contents d'aller en cours. Et je pense qu'un des défis aujourd'hui, c'est de se dire que la manière dont on enseignait au XXe siècle n'est plus adaptée au XXIe, où en fait, ils peuvent avoir accès à l'ensemble des informations sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et qu'en fait, ils se disent mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Voilà. C'est un peu ma lecture des choses, mais en fait, on ne transforme pas la manière d'enseigner et la manière d'enseigner, pour moi, est devenue inadaptée. Jenny, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe Oui, au débat? moi, je voulais juste ajouter, une note, d'optimisme, mais parce que mon fils vient d'intégrer un collège et j'observe, quelque chose qui a l'air de fonctionner. Donc j'avais envie d'en parler, suite aux chiffres que tu nous as partagés des 4. Je crois qu'il y a aussi, une grande importance, pour que les profs se sentent valorisés, au-delà évidemment de leur formation et de leur rémunération. Je pense qu'il y a aussi, le fait de se sentir valorisé à la fois par l'équipe, de direction de l'établissement et par les parents. Comme tu le disais, Barbara, la relation parent, enseignant est hyper important et j'observe par exemple dans le collège de mon fils, qu'il y a, une vraie connivence entre les profs, la direction, les élèves et les parents et j'avais jamais vu ça avant et je pense que le triptyque entre l'établissement, parents et élèves est hyper important aussi pour appuyer, ce sentiment de valorisation et donc moi ça m'amène toujours à, la nécessité d'avoir aussi des directions, voilà, qui aient du leadership, qui sachent, rassembler, qui sachent, embarquer et puis aussi poser un cadre, justement dans la relation avec les parents, dans la relation avec les élèves. Mais ça y est, en fait, il y a tout un enjeu de coéducation dont on n'arrête pas de parler, qui est aussi, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à trouver d'équilibre. Il y a soit les parents qui surinvestissent le truc et qui sont sur le dos des profs, soit les parents qui ne viennent plus du tout parce qu'ils en ont marre. Et en fait, on trouve pas l'équilibre. Amélia, tu voulais ajouter quelque chose? Denis, au collège, il a une approche, pédagogique particulière? Du coup, c'est un projet d'établissement ou c'est initié enfin, Alors, qu'est-ce il qui y a impulse pas cette dynamique? d'approche, pédagogique, enfin, en tout cas qui est dite aux parents, mais c'est un vrai travail d'équipe et ça, on le voit, en fait. Ça, c'est très, très fort. Ils passent tous le même message. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut les soutenir, les enseignants, parce que, enfin, on peut pas rester avec ce chiffre de 4% là. Alors, je sais pas, mais faites autre chose que de donner des boîtes de chocolat à Noël et une tasse avec "Vous êtes la meilleure maîtresse du monde" à la fin de l'année. Je pense qu'il leur faut des petits messages tout le temps pour les maintenir un petit peu motivés. Bon, en tout cas, on va suivre ça de près. Allez, maintenant on passe au débat de la semaine. Parents choisis, c'est tout. Peut-on encore croire à l'équilibre vie pro-vie perso au XXIe siècle?
On entend parler partout de cet équilibre, mais derrière ces beaux mots, la réalité est parfois beaucoup, beaucoup plus rude. Alors est-ce qu'on peut vraiment tout concilier ou est-ce qu'il faut faire des choix? Et pour ouvrir ce débat, je vais vous donner juste 2 chiffres. Il y a un parent sur 2 qui se dit épuisé à la fin de la semaine, selon l'IFOP 2025. 72% des femmes qui estiment que la parentalité a eu un impact négatif sur leur carrière. Et puis côté santé mentale, on a quand même 15% des parents actifs qui sont en burn-out selon l'Observatoire de la parentalité au travail, enquête aussi de 2025. Alors Jenny, toi qui accompagnes beaucoup de femmes dirigeantes, donc souvent des femmes qui ont des gros postes et qui du coup ont décidé de tout choisir, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai sujet? Est-ce que tu penses qu'il faut choisir, ou est-ce qu'en fait on peut tout avoir? J'ai jeté un coup d'œil sur la liste de vos clients et il y en a quelques-uns qui ne vont pas dans le sens de Braden Burton Cole et Bauer, malheureusement. Pas si vite, voulez-vous. Est-ce que vous suggéreriez que je laisse tomber mes petits clients et ne conserve que les Écoutez, gros? ce genre de choses fait mal, mais c'est l'heure des grandes décisions. Mais je crois que vous ne Et vous réalisez saurez pas les que ce sont prendre. eux... Il y a effectivement un vrai sujet et j'ai envie de dire le vrai sujet, il démarre presque, avec le terme d'équilibre qui pour moi, amène une notion de quelque chose, qui a l'air, figé et en tout cas pour toutes les femmes qui sont aussi parents que j'accompagne, donc je peux pas parler pour tous les parents, mais souvent c'est une notion, qui vise à la perfection et au perfectionnisme et du coup, si l'équilibre est une notion qui renvoie au perfectionnisme, bah, par essence, elle devient, impossible à à obtenir et donc ça devient vraiment problématique. Alors moi, j'aime bien te parler de mouvement et ça m'amène à répondre à ta question: peut-on tout avoir ou faut-il choisir? Hem, j'ai longtemps caressé l'idée qu'on pouvait, tout avoir en même temps. Je crois qu'avec, des années de recul, je dirais que c'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'on peut, entre guillemets, «tout avoir» sur le temps long et que, il faut choisir par phase, par étape et que ces choix, que ce soit des choix de carrière, des choix d'investissement dans sa parentalité à certains degrés, hem, eh bien, ils peuvent se refaire régulièrement, ils sont pas gravés dans le marbre, en fait et je pense que, c'est important d'associer la notion d'équilibre avec, la notion de mouvement. Parce que tout de suite, ça le rend beaucoup plus accessible. On a le droit de prendre des décisions, de se rendre compte qu'en fait, ça fonctionne pas très bien pour notre équilibre, d'en changer et de choisir quelque chose à un moment donné et puis un peu après de choisir autre chose et donc, à travers ces différents choix, de tout avoir, mais peut-être pas tout en même temps. Ouais, bien ce côté tout en même temps parce que c'est vrai, moi je pense que j'ai eu aussi cette illusion, moi quand j'ai juste avant d'avoir mon premier fils, quand j'étais trentenaire, je me rappelle c'était la mode de, Sheryl Sandberg, Lénine, donc tu lisais le livre où elle t'expliquait que tu pouvais tout faire. Juste après, il y a Nathalie Loiseau, je me rappelle, je l'avais vue en conférence, qui avait écrit justement ce livre «Choisissez tout» où en fait elle t'expliquait qu'elle avait 4 enfants, qu'elle avait, fait une carrière à l'international, dans le au Quai d'Orsay et cetera et en fait, elle te disait: «Vous pouvez tout faire». Mais après moi, toutes les femmes que j'ai croisées, je m'en rappelle une fois j'avais eu, un dîner avec, la DRH, monde de mon ancienne entreprise, et en fait, je m'étais aperçue qu'elle avait une armée de, Ouais, nounous, gouvernantes et cetera, c'est ça. pour lui permettre de tout faire et puis qu'elle avait, son mari qui était aussi, très, très présent donc à un moment, en fait, on se dit, oui, enfin, tu peux tout faire, mais si derrière, bah, t'as les moyens de le faire peut-être que oui, faire les choses étape par étape, et se dire: «Il y a des moments où on va être obligé de ralentir», c'est peut-être le moyen de se dire qu'on va pouvoir aller, au bout. Barbara, tu C'est tout à fait juste. D'abord, effectivement, Sheryl Sandberg, il y a un homme, enfin, derrière des gros succès féminins comme masculins, il y a un couple. Et c'est souvent ça qu'il faut voir, c'est que moi, je pense que le mot équilibre s'adapte à, enfin, s'approprie. On peut se l'approprier dans le couple, mais dans la vie de famille, c'est impossible. D'abord en termes d'heures.
tu ne passes pas le même nombre d'heures, au boulot qu'à la maison. Donc déjà, il y a un déséquilibre. Donc moi, ça fait longtemps, y compris dans j'arrête d'être débordée, que le mot, équilibre vie pro, vie perso, je me bats contre. Je préfère parler d'harmonie parce que effectivement, comme le dit Jenny, équilibre, c'est un stop, quoi. Mmh. Il y a parfaitement, 2 poids et puis ça s'arrête alors que la vie, c'est un mouvement, tu vois, une espèce de vidéo qui va, hyper vite. Moi, je pense que il faut être, il y a une notion que moi sur lequel je ne déroge pas, c'est important et essentiel. Je me pose toujours cette question: qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel? Et à des moments, pro et perso, et parfois, ben, entre un genou cassé et il faut arrêter ta journée de boulot parce que tu as un enfant qui est blessé, ou est-ce qu'il a un rhume ou son genou est pété, c'est quoi l'important et l'essentiel, quoi? Du coup, cette question, elle nous aide, enfin moi, elle m'aide beaucoup à prendre des décisions dans le quotidien. Et je suis d'accord sur la longévité avec Jenny. On a toute notre vie. Une fois qu'on a ça, on a toute notre vie pour faire des choix, faire notre carrière, avoir des enfants. Quand on dit si tu as des enfants avant 30 ans, ta carrière est foutue, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de stéréotyper. Il faut aller avec le flow, ses propres envies, ses propres besoins, et ce dont on a envie. Mais par contre, se faire aider, tu vois, je reviens vers, l'armée, enfin, on n'a pas tous les moyens de se payer 4 nannies, C'est ça. mais par contre, juste savoir déléguer et se faire aider, très, très, très important. Mais après, en fait, tout ça, moi, je pense qu'il y a quand même eu une grosse mode, enfin, que j'appelle l'illusion marketing, de la pression de tout réussir. Tu vois, parce que par exemple, tu parlais de casser une jambe. Moi, avec le recul, maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que t'as été bête. Moi, je me suis cassé le genou au ski, enfin rupture plateau-tibial, l'os qui tient les ligaments, etc. J'ai pris qu'une seule journée de congé le jour de mon opération. J'ai télétravaillé de mon lit. J'ai fait ça pendant des semaines. Du coup, j'ai pas fait de rééducation. J'ai eu mal au genou pendant 2 ans. 1 an après mon opération, je boitais encore parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que tu sois au travail, il faut que tu gères ta carrière, il faut que tu montres que tu es présente. Et du coup, tu peux pas te permettre d'être absente. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, t'aurais été absente 1 mois. 1 mois, c'est quoi dans une carrière? T'aurais bien fait ta rééducation et t'aurais pas traîné ça pendant des années. Sauf que, sur le coup, comme il y avait ce truc de il faut tout réussir, la pression, etc., et ben, je l'ai pas fait. Et j'ai l'impression que souvent, on réalise qu'on n'aurait pas dû avoir les comportements qu'on a, par exemple, par rapport à nos enfants, etc., ou à l'équilibre de la famille, au moment où on devrait le réaliser. Parce qu'en fait, on a cette pression marketing de cet équilibre. Alors moi, je parle pas d'équilibre vie pro, vie perso, je parle de l'équilibre de la vie. Et je dis, on n'a qu'une seule vie, il faut essayer de jongler avec, je sais pas si, Amélia, je te vois acquiescer. Non, mais j'écoute avec beaucoup d'intérêt et je me rends compte que j'ai pas de réponse toute faite là-dessus parce que c'est un sujet éminemment complexe et moi j'ai le sentiment enfin je ressens très fortement, cette question de séquence où effectivement j'ai le sentiment qu'il y a des séquences dédiées plus à mon boulot et voilà, je vais être beaucoup plus investie, sur les sujets professionnels et puis il y a des séquences beaucoup plus personnelles où je vais être moins sur mon travail et plus sur les enfants. Mais oui, il y a ce côté inconstance et je pense que d'accepter cet aspect-là de la vie, déjà c'est, voilà un grand soulagement, quoi. Clairement, ça change, ça varie, et rien n'est jamais définitif. Et récemment, j'ai une amie qui me parce que je lis énormément et j'ai une amie, je sentais, avec une petite pointe de frustration. Elle me disait: «Mais comment tu fais pour lire autant de livres?» Parce qu'elle-même, elle a, fait des études très intellectuelles et quand elle était étudiante, elle lisait énormément. Puis là, elle est jeune maman, donc elle a plus de temps pour lire. Et j'ai dit: «Non, mais je lisais pas quand j'avais, ma fille qui avait 2 ans. Enfin là, mes enfants, ils en ont Mmh. 6 et 11, donc oui, j'ai retrouvé, de l'espace pour lire, mais t'inquiète pas, ça va revenir». Et donc oui, je pense que c'est important, voilà, d'analyser sa situation, avec de la perspective, quoi.
Et de la bienveillance, parce que ce que dit Solène, tu vois, ça en perspective avec ce que tu dis, c'est-à-dire que il faut aussi, je pense, s'accorder ce qu'on fait et arrêter de regarder ce que les autres font. Et ça, on rebondit sur les réseaux, le dictat marketing social. Faut arrêter. Enfin, je veux dire, si on a envie d'aller chercher nos enfants et si on en a besoin d'aller chercher nos enfants à 4 heures, voilà, moi j'ai un CEO qui tous les soirs va chercher sa fille à 18 heures, parce que c'est important pour lui. Et voilà. Et moi j'allais à la sortie de l'école à 4h30 parce que c'était important pour moi. Et après, peut-être, voilà, on retravaille. Enfin, on a tous des rythmes. Il faut accepter qu'on a tous des rythmes d'abord différents, matin, après-midi, et puis qu'on a des besoins d'équilibre vie pro, vie perso. Moi, personne voit qu'à 21h, je me remets à bosser après, mais par contre, j'ai mon sas avec mes enfants et ça, c'est important et non négociable. C'est qu'est-ce qui est non négociable pour chacun d'entre nous. C'est vrai que sur ce côté juste, tu disais, j'ai un CEO. À quand le livre «Je veux tout» écrit par un mec, en fait? Et je pense que cette question-là, elle pose aussi la question de la place des hommes. Mais justement, je lisais hier, Melinda Gates qui rappelait que en fait, c'était Bill Gates qui déposait leur fille à la crèche tous les matins et que ça avait fait vachement bouger les lignes parce que en fait, les autres mamans disaient à leur mari: «Mais attends, si le CEO de Microsoft arrive à déposer sa fille le matin à la crèche, tu peux le faire aussi». Bien sûr. Et donc il y a ce côté rôle modèle où en fait, dès l'instant qu'il va y avoir quelqu'un qui va s'autoriser, tout le monde se l'autorise. Et moi je raconte souvent cette anecdote où en fait moi j'étais dans une équipe internationale et en fait la première semaine dans cette équipe, je me rappelle, j'avais une journée où un matin j'avais des calls très tôt avec une VP Monde qui était basée à Londres, et donc pour elle il était 8h et moi il était 9h. Et elle nous dit en plein milieu de la réunion: «Excusez-moi, je pars 15 minutes, je vais déposer mes enfants à l'école. Et ensuite, je reviens dans la réunion». Et moi, la première réflexion que j'ai eue, c'était: «Ah, dis donc, qu'est-ce qu'elle est chier quand même, enfin, on est en réunion, d'où elle va déposer ses enfants et elle sort de la réunion, quoi». Et ensuite, le même jour, à 21h heure malaisienne, j'avais une autre collègue qui était en réunion et là, elle nous dit: «Désolée, pendant la réunion, j'allaite mon bébé». Et je me suis dit: «Mais quand même, elle est chier». C'était 2013, hein. Il m'a fallu, je pense, 3 mois pour me dire: «Mais attends Solène, tu viens avec tous tes stéréotypes français qui disent qu'il faut être au bureau de telle heure à telle heure et ne pas avoir de famille, d'enfants, et cetera, et être focus travail». Et en fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et les chakras sur le fait que, en fait, tout le monde essayait de s'adapter et que voilà, j'étais dans un environnement international et qu'il fallait pas que j'arrive avec ma culture française de il y a le travail d'un côté, la famille de l'autre. Et donc j'ai revu les choses et après tout ça me paraissait, enfin j'avais tout le temps, moi ça m'avait fait beaucoup rire pendant la pandémie quand on voyait les enfants débarquer, parce que moi c'était mon quotidien depuis 2013 de voir les enfants, le chien, le chat débarquer, parce que quand tu es dans un environnement international, tu dois faire avec les horaires des uns et des autres et que souvent les gens sont à la maison. Je reviens à toi, Jenny, j'aurais bien aimé que tu nous expliques un petit peu là les femmes que tu coaches. Est-ce que il y a des problématiques récurrentes que tu vois tout le temps revenir justement sur cette harmonie, j'aime bien ce que tu as dit Barbara, cette harmonie à Oui. trouver, et qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a d'une part, le toujours plus, toujours mieux, et il y a d'autre part, la culpabilité. Donc ça, c'est les 2 plus grosses problématiques, je dirais. Le toujours plus, toujours mieux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, cette société, très marketing qui fait que, en fait, on a le sentiment que, pour réussir, pour pouvoir se satisfaire de ce qu'on vit et de ce qu'on a, il faut cocher toutes les cases, il faut tout avoir en même temps, et donc on a toujours l'impression d'être en retard sur quelque chose, et ça conduit, droit au, débordement, au manque d'harmonie dans sa vie, à jamais se sentir bien là où on est parce qu'on a l'impression qu'on devrait être ailleurs, être complètement dans, la peur de manquer, en fait. Et donc la difficulté à prioriser et à faire des choix, et donc à se concentrer sur ce que tu disais Barbara, ben, c'est quoi l'important, c'est quoi, l'essentiel. Et donc là, le travail qu'on fait, sur ce point-là,
c'est, de se poser la question. Mais en fait, au fond, qu'est-ce qui m'apporte à moi de la joie? Qu'est-ce qui me fait, vibrer? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que ça peut pas se faire, entre 2 portes, entre 2 réunions, ou quand tu cours chercher tes enfants. Non, tu as besoin de te poser pour se poser ces questions-là. Donc c'est ce qu'on fait vraiment dans le coaching. Pour savoir, ensuite faire des choix et voir qu'est-ce qui se passe quand je fais des choix. Et dès lors qu'elles font des choix, ce qui se passe, c'est que là, on retrouve du souffle, on se sent un peu mieux et donc ça donne envie de continuer. Et puis, il y a la deuxième problématique qui est la culpabilité. Donc la culpabilité, elle se manifeste, j'ai envie de dire dans toutes les interstices de la vie. Donc il y a, quand on est à la maison et qu'on se dit qu'on devrait être au boulot. Il y a quand on est au boulot et qu'on se dit: «Mince, je suis pas avec, mes enfants, alors qu'il y a, je sais pas, telle activité ou telle chose», hem et ça, c'est un vrai fléau parce que la culpabilité, elle est pas motrice de choix très positifs et ça amène énormément de rumination et c'est pas bon, à terme, de trop culpabiliser pour la santé mentale. Donc ici, moi, j'aime bien travailler avec le concept de la culpabilité utile, c'est-à-dire celle qui, nous réveille sur nos valeurs et nous dit: «Ah là, je suis pas alignée avec mes valeurs». C'est-à-dire que j'ai pris une décision, par exemple, j'ai pris un engagement professionnel, mais au fond, ça répond pas vraiment à mes valeurs et donc cette culpabilité, c'est un signal, en fait. Donc ça nous permet de se poser la question: «OK, est-ce que je suis alignée avec, les choix que je fais ou pas?» Et donc je peux rectifier. Et puis, il y a une culpabilité qui est très, très, très présente et qui est stérile, la culpabilité stérile. Et là, on est vraiment juste dans la critique intérieure. Donc, notre cerveau qui nous ramène toujours à c'est jamais assez bien, il faudrait faire mieux, il faudrait faire plus. Et ça, c'est juste un discours intérieur. Moi, j'aime bien l'appeler le petit tyran et qui génère beaucoup de culpabilité. Et c'est juste en prendre conscience que, en fait, ça, c'est pas nous. Là, par exemple, j'ai fait le choix de partir plus tôt du bureau pour être avec mes enfants. Cette culpabilité que je ressens, en fait, elle ne me dit pas que je suis désalignée. Elle me dit juste que, j'ai toutes les injonctions, patriarcales qui me viennent en tête, qu'il faudrait être à tel endroit et à tel endroit en même temps. Hem et je me rappelle que ça, c'est juste une voix qui est pas utile à écouter. C'est juste, voilà, un fonctionnement automatique. Mais en fait, je suis là, je suis allée chercher mes enfants, je suis très heureuse de l'avoir fait et c'est OK. Et donc je mets cette culpabilité de côté. Les injonctions patriarcales, moi j'ai pour l'habitude de dire: «Ah, ça me concerne que moi», mais moi j'ai toujours eu l'impression que je voulais être à la fois mon père et ma mère. Donc mon père qui était chef d'entreprise, qui se levait à 5h30, qui arrivait au boulot à 6h30 et qui rentrait à 21h. Et ma mère, qui avait, ce que j'appelle, une maison Marie-Claire, toujours bien tenue avec, le tout qui est bien fait tous les matins, les coussins bien mis, et cetera. Et donc en fait, j'ai été là-dessus jusqu'à mon aîné. Et alors quand les jumeaux sont arrivés, je me suis dit: «Là, c'est là, tu peux plus, quoi». Et donc j'ai appris à renoncer, j'ai appris à avoir une maison en bazar, j'ai appris à ce que tout ne soit pas nickel. Mais ça m'a demandé de déconstruire, en fait, le modèle éducatif dans lequel j'avais grandi. Et ça m'a demandé, pas mal d'énergie, et de lâcher prise. Mais en fait, je me suis dit: c'est toi, soit tu renonces à ton modèle éducatif, parfait, soit en fait tu termines en burn-out, quoi. Ouais. Donc et ça, c'est pas forcément, évident, quoi. Parce qu'on Les a jumeaux, ce choix. ça secoue. Oui, les jumeaux, tu connais, hein, Barbara, toi aussi tu es team jumeaux. En fait, les jumeaux, le truc, c'est qu'il faut que tu sois en mode machine de guerre et tu réfléchis plus et tu fais, quoi. Voilà, Et pour autant, moi, j'ai trouvé que, ça nous aidait, justement, moi, c'est ça qui m'a aidée, important, essentiel, enfin, vite à l'efficacité. Tu vois, effectivement, les coussins alignés, c'est ni essentiel, c'est même ni c'est ça. important, tu vois? C'est même le 3e, le 3e rang, mais moi, je dirais que l'expérience jumeaux, ça m'a aussi appris à laisser de la place à l'autre et à me faire aider. C'est-à-dire que dans les injonctions, patriarcales, il y a aussi,
tu assumes et tu ne tu vois, se faire aider, c'est quand même une marque de faiblesse. Et j'ai trouvé que avec les jumelles, moi, j'avais beaucoup travaillé sur, demander de l'aide. Ça avait vraiment fait un switch, demander de l'aide et faire de la place. Du coup, ça, c'est Amélia, quand tu disais, quand est-ce qu'on va retrouver, les hommes, qui se posent les mêmes questions que nous sur la charge mentale et cetera, ben, je pense que c'est aussi quand est-ce qu'on va leur laisser les clés de la maison parce que, en tant que maman, on leur laisse pas souvent, les clés, de plein de décisions, qu'on pense être, maternelles. Et en fait, moi, ça m'amène aussi, à quelque chose, auquel je pense on ne réfléchit pas aussi assez, c'est quel modèle on veut être pour nos enfants et qu'est-ce qu'on va leur transmettre, si en fait nos enfants voient qu'on est tout le temps, partout, et qu'on veut être tout et que tout doit être parfait et tout doit être, génial. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour être aligné par rapport à ce qu'on va, transmettre, à nos enfants. Mais je trouve que justement ça aide à prendre de bonnes décisions. Parce que quand tu te plonges dans, OK, tu veux le meilleur pour tes enfants et tu te dis: «Mais OK, quel est son besoin? De quoi il a besoin?» Moi, quand je pense à mes enfants, je me dis souvent, c'est important qu'ils soient pas tout le temps occupés, qu'il y ait des plages de rien où, ils peuvent s'ennuyer, soit se reposer, soit, créer des choses à partir de rien et qui se débrouillent quoi, qu'ils expérimentent, la vie par eux-mêmes. Et en fait, quand je réfléchis à ça, je me dis: «Mais en fait, moi j'ai besoin de la même chose au fond». Enfin, on a tous c'est ça que je veux dire, on a tous besoin de la même chose. Donc quelque part, ce sont nos meilleurs enseignants. Parce que si on s'applique à soi ce qu'on aimerait ce qu'on aimerait faire pour eux, enfin en tout cas créer comme condition pour eux, alors on serait pas débordés. Parce qu'on n'a pas envie que nos enfants soient débordés. Mmh. Et ben, c'est une, très bonne conclusion, du débat. On va maintenant passer à la question. Alors tu as commencé un petit peu à y répondre, Jenny, mais tu vas peut-être pouvoir aller un petit peu plus dans le détail. La question du parent. Donc là, c'est une maman qui nous dit: «Je n'arrive pas à faire le tri entre le pro et le perso. Quand je travaille, je pense à mes enfants et quand je suis avec les enfants, je pense au travail. Comment sortir de cette spirale mentale?» La première chose, avant même d'essayer de mentaliser quoi que ce soit, moi je conseillerais à cette maman de revenir au présent, c'est-à-dire à revenir au corps et à la matière et donc de revenir au souffle, de respirer profondément là quand elle ressent, ce sentiment de culpabilité, de débordement, de souffler, respirer profondément. Parfois, on peut même, quand on est beaucoup, beaucoup dans sa tête, on peut, par exemple, regarder la paume de sa main, aller jusqu'à voir, tu vois, toutes les lignes de la main et vraiment se concentrer sur: «Je suis ici et maintenant et j'ai rien à faire, rien à penser». Ça, c'est important parce que sinon on se raconte des histoires et beaucoup d'histoires, qui n'ont pas vraiment, lieu de vérité. Et puis ensuite, à froid, quand on n'est pas dans la culpabilité, quand on n'est pas dans les émotions, c'est de se poser la question: «Au moment où je me suis sentie coupable, est-ce que c'était aligné ou pas? Est-ce que ce que j'étais en train de faire était aligné avec, ce qui est important pour moi?» Si oui, je peux me poser la question et je peux me dire: «Bon, bah, c'était de la culpabilité stérile, donc la prochaine fois que ça m'arrive, je vais me rappeler que cette culpabilité, c'est juste mon pilote automatique qui me raconte, des choses, mais tout va bien, rien de grave ne s'est produit. Je suis là où j'ai choisi d'être». C'est vraiment s'apporter de la douceur, de la compassion, de la bienveillance. Et puis si à froid, on se rend compte que, bah, oui, mais en fait, je me suis sentie coupable parce que c'était un signal que là, j'ai pris une décision qui était pas totalement alignée avec ce que je voulais. Bon, là, je rectifie pour la prochaine fois. Cette situation m'a appris que la prochaine fois, je ferai différemment. Et donc l'idée après, ben, c'est d'appliquer ce différemment, heu, en passant à autre chose. C'est pas grave de faire des erreurs, en fait. On apprend de ça. Donc voilà ce que les étapes, que je proposerais. En tout cas, moi, je retiens la culpabilité stérile, je ne connaissais pas, mais maintenant je pense que ça va être, quelque chose que je vais avoir en tête. Barbara, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais dire, Solène, du coup, ça veut dire ce que Jenny vient de dire. C'est la prochaine fois que tu te casses le genou, tu prends un arrêt et tu te reposes. Ça. C'est ça qu'elle dit là. Hein. Ouais, c'est ça. Here we go! Allez, on passe au quiz de la semaine. Le quiz êtes-vous vraiment à l'équilibre? Non, enfin, je vais vous donner des statistiques, mais bon, vous pourrez réfléchir à votre propre comportement et à ce que vous répondriez. Donc, à chaque fois, je vous dis A, B, C et vous me dites ce que vous pensez être la bonne réponse. Combien de parents déclarent manquer de temps pour leur vie personnelle? Réponse A, 42%. Réponse B, 61%. Réponse C, 77%. Réponse C. Ouais, vous m'avez bien écouté tout à l'heure, c'est bien. Donc, 77% des parents actifs déclarent manquer de temps, ou pour eux, c'est le baromètre de la parentalité Ipsos de 2024. C'est quand même énorme, 77%. C'est Regardez autour de nous, enfin, demandez à vos copains, tu vois. ouais. Tout le monde. Non, mais c'est, enfin, les plannings sont, enfin, moi, des fois, je me dis, quand je vois, mon planning de la semaine avec 3 enfants, enfin, c'est sport. Bah, essayez d'organiser un dîner avec des potes et puis vous verrez quoi. En novembre, pour l'instant, je suis disponible. Alors, question de combien de femmes estiment que la parentalité a freiné leur carrière? Réponse A, 28%. Réponse B, 56%. Réponse C, 72%. C'est effectivement 70% des femmes actives françaises estiment que la parentalité a eu un impact négatif sur leur carrière. Source INSEE, enquête emploi 2024. C'est pareil, on est sur du gros chiffre. Cette question, elle aurait dû être mise en perspective avec est-ce que ça vous a rendu heureux au lieu de pointer une déficience. Tu vois, on aurait pu le mettre en balance en disant est-ce que est-ce que ça vous a rendu ça plus heureux Mais peut-être qu'en fait, au lieu de parler de freiner, il faudrait plutôt qu'on dise ralentir. Parce que j'en parlais encore la semaine dernière sur un autre programme auquel je participe. Moi, j'estime que j'ai choisi de créer ma boîte à 40 ans avec des jumeaux de 15 mois, un aîné de 5 ans. Évidemment, je dis souvent, je n'ai pas été aussi vite que Charles-Édouard qui a monté sa start-up en école de commerce alors qu'il habitait chez papa et maman. Donc oui, effectivement, je n'ai pas scalé aussi vite que lui parce que en plus, j'ai fait ça en plein Covid, la crèche était fermée. Quand on a des jumeaux de 15 mois, je peux vous dire, j'étais toutes les semaines chez la pédiatre. À un moment, elle en pouvait plus de me voir. Donc évidemment, j'ai pas été aussi vite. Et c'est OK. Donc peut-être qu'au lieu de dire freiner, on pourrait juste dire que oui, la carrière va ralentir, mais c'est normal et que ça fait partie un petit peu, du chemin avec des montagnes où on monte, on descend de la carrière, quoi. Alors, question 3. Combien de pères déclarent vouloir passer plus de temps avec leurs enfants? Réponse A, 26%. Réponse B, 42%. Réponse C, 58%. B. Eh ben, c'est B, 42% des pères aimeraient consacrer plus de temps à leur famille, mais sont freinés par leur entreprise. Gros travail à faire du côté des entreprises, et ça, c'est source observatoire de la parentalité. Question 4. Il y a plus de la moitié pour lesquels c'est OK. Ouais. Après, je pense que c'est aussi la construction de la société, les modèles mentaux, etc. C'est de la pression sociale. Ouais. Évidente. Donc 4. Combien de cadres consultent leur mail professionnel le soir ou le week-end? Donc avec les enfants à côté. Réponse 100%. A, 38%. Réponse B, 60%. Réponse C, 75%. Réponse C. C'est B. 60% des cadres ne déconnectent pas vraiment en dehors des horaires de bureau et donc consultent leur mail. C'est source baromètre santé et qualité de vie au travail 2024. Question 5. Quel est le taux de parents actifs qui se déclarent épuisés en fin de semaine? Réponse A, 31%. Réponse B, 50%. Réponse C, 68%. B. Un parent actif sur 2 se dit épuisé le vendredi soir. Et alors qu'il faut recharger les batteries pour le samedi. Et autant dire que le week-end, c'est pas reposant du tout. C'est même plus fatigant. Voilà, comme les vacances. Vous avez foutu le feu! Vous avez foutu le feu! Maman, qu'est-ce C'est la bêtise la plus irresponsable et la plus dangereuse que vous ayez faite jusque-là!
C'est ça que vous voulez? Que votre père et moi, on vous identifie à la morgue grâce à vos empreintes dentaires? J'exige une réponse immédiate. Qui a osé faire ça? Malcolm, c'est lui. C'est J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait non plus. Et question 6, et ce sera la dernière question. Combien de salariés affirment devoir cacher leur parentalité au travail? Évitez d'en parler. Réponse A, 12%. Réponse B, 29%. Réponse C, 46%. Allez, B. B, 29% des salariés parents disent ne pas oser parler de leurs contraintes familiales au travail par peur d'être jugés. Le fameux c'est quoi le fameux on vous demande d'être mère, d'être parent, non, de faire comme si vous n'aviez pas d'enfant au travail et de, je sais plus, il y a une Travail phrase. quand vous êtes De faire parent. comme... Oui, c'est cette fameuse phrase, mais qui est très française parce qu'on cloisonne énormément en France. Voilà ce petit quiz. Donc en fait, si vous avez répondu C à toutes les questions, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et donc oui, il y a quand même, on se rend compte quand même qu'il y a une culture, je pense, française à essayer d'aller un peu hacker là pour que les parents se sentent un petit peu mieux dans leur parentalité au quotidien. Et il y a quand même un énorme travail, je pense, à faire de la part des entreprises. Mais bon, voilà, donc on en a fini pour ce quiz. Et voilà qui conclut cet épisode de Génération Parents. Merci à nos invités, Jenny, Barbara, Amélia. J'espère qu'on vous aura fait un petit peu réfléchir sur votre harmonie familiale, pour reprendre le mot de Barbara. Merci beaucoup, Jenny, pour tes conseils. J'espère que vous repartez avec plein d'idées et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau débat. Merci. Salut. Salut. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.